Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, un spécial résident en collaboration avec Simpass. Et c'est le premier webinaire de ce genre. Donc, on vous a demandé de nous poser vos questions et on va répondre aujourd'hui aux questions qu'on a reçues. Malheureusement, on en a reçu tellement, plusieurs centaines, qu'il fallait faire un petit tri. Mais en gros, j'ai essayé de couvrir plus ou moins par sujet donc les différentes questions qui sont revenues le plus souvent. Et si jamais on n'a pas pu donner une réponse spécifique à votre question, n'hésitez pas à nous contacter sur taxix.lu quand vous faites votre déclaration d'impôt. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis cofondateur de taxix.lu, plateforme qui est en ligne maintenant depuis 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt au Luxembourg de la manière la plus simple possible. Donc notre service il s'adresse aussi bien aux résidents qu'aux frontaliers et en fait le processus, lors du processus de remplissage de votre déclaration, vous êtes donc guidé pas à pas pour vraiment remplir correctement votre déclaration d'impôt et l'optimiser au maximum pour payer le moins d'impôts possible. En cas de besoin, vous pouvez toujours contacter notre équipe de support client par chat. En fait, quand vous êtes sur tax.lu, dans votre déclaration d'impôt, en bas à droite, il y a un petit chat. Ce n'est pas des bots, c'est des humains, c'est nos experts fiscalistes qui répondent donc à vos questions. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas reçu de réponse à votre question, n'hésitez pas à venir sur tax.lu pour donc avoir la réponse à vos questions. Donc, j'ai une sélection, il y a à peu près 30-40 questions auxquelles on va donc répondre pendant ce webinaire. C'est vraiment des sujets très divers. Je vais essayer d'être assez court dans mes réponses, mais au moins donc répondre correctement donc à la question. Donc, même si c'est une question qui n'a pas été posée par vous, je reste convaincu que c'est quand même des informations qui peuvent vous être très utiles. Donc, quand vous faites votre déclaration d'impôt sur tax.lu, ce n'est pas que la déclaration d'impôt, mais derrière ou après avoir fait votre déclaration, vous allez aussi avoir une vue sur votre potentiel d'optimisation fiscale pour réduire donc votre charge fiscale dans l'avenir. Ici à gauche, lors du webinaire, vous voyez un code QR. En fait, ce code QR, il vous permet de booker un call, donc un appel téléphonique gratuit avec un de nos experts en optimisation fiscale. Donc, ce n'est pas forcément nos fiscalistes. Donc, si vous avez des questions d'ordre fiscal, contactez plutôt notre équipe par chat. Mais ici, c'est des personnes qui sont donc des experts en optimisation fiscale. Donc, si vous voulez encore avant la fin de l'année réduire votre charge fiscale pour 2025, il n'est pas encore trop tard. Bookez tout simplement un appel. Notre équipe va vous appeler et ensemble, on va parcourir donc les options que vous avez pour réduire votre charge fiscale. Voilà, lançons-nous dans la première question qui nous a été posée par Monica. En cas de divorce ou en instance de divorce, monsieur et madame peuvent-ils faire une déclaration d'impôt séparée et payer les avances ou les sommes dues en séparé ou bien doivent-ils procéder ensemble pendant 3 ans? Très bonne question et malheureusement une question très courante. Donc, le principe, c'est que pour l'année du divorce, vous faites encore une déclaration d'impôt collective. On va partir du principe que le 1er janvier de cette année-là, vous étiez encore en couple et donc vous faites pour l'année fiscale de l'année du divorce, vous faites encore une déclaration d'impôt collective. Vous allez être imposé en classe d'impôt 2 sur l'intégralité donc des revenus du ménage. Si entre les deux ex-partenaires, il n'y a plus de communication qui est possible, vous pouvez aussi chacun remplir sa partie de la déclaration d'impôt, mettez une petite note dessus pour l'administration fiscale et après, donc, vous envoyez chacun de son côté la déclaration et l'administration fiscale, en principe, attend donc les deux parties pour faire donc cette déclaration d'impôt. Il y a possibilité de demander une individualisation déjà pour l'année du divorce. Donc, vous allez chacun être imposé individuellement. Or, malheureusement, il faut faire attention. Donc, il se peut que par après, vous allez perdre cette période transitoire à laquelle je viens tout de suite. Parce que par défaut, à ce moment-là, l'administration fiscale va aussi pour les 3 prochaines années, donc vous considérez comme contribuable individuel, on va dire, et donc vous perdez les avantages de cette période transitoire. Donc, bien faire attention. Voilà, on a déjà vu des cas qui ne sont pas très drôles parce qu'il y a quand même un très grand
manque à gagner. Donc, le mieux, a priori, c'est de faire, pour l'année du divorce, la déclaration ensemble. Et c'est en fait donc la dernière où il faut vraiment indiquer donc les revenus des deux ex-conjoints, parce que les 3 années qui suivent donc cette année du divorce, on parle de la période transitoire. Et là, en fait, vous êtes classé en classe d'impôt 2, mais seulement sur vos revenus, donc sur les revenus de chacun individuellement, ce qui vous permet un gain fiscal qui est quand même très conséquent. Et ensuite, la 4e année après le divorce, vous allez être classé en classe d'impôt 1 pour les célibataires sans enfants ou 1A pour les célibataires, pour les monoparentaux, donc célibataires avec enfants. Donc, a priori, pour répondre à la question de Monica, l'année du divorce, vous faites la déclaration d'impôt ensemble et ensuite, en fait, plus besoin de parler avec votre ex-conjoint, vous la faites de manière individuelle chacun, mais en profitant de la classe d'impôt 2. Hakim nous a demandé, j'ai commencé à travailler au Luxembourg le 30 juin 2025. Je me suis marié le 2 septembre avec une résidente luxembourgeoise. Maintenant, je vis au Luxembourg. Dois-je faire ma déclaration? Donc oui, vous vous êtes marié cette année, donc en 2025. Donc la première déclaration que vous allez faire ensemble, c'est celle de 2025, donc celle que vous allez faire l'année prochaine pour cette année fiscale. Et donc, il y a une déclaration à faire au Luxembourg pour l'année 2025 et vous indiquez en fait tous les revenus que vous avez perçus pendant cette année. Et éventuellement, s'il y a des revenus de la première partie de l'année qui provenaient, par exemple, de France, à ce moment-là, vous les indiquez également sur votre déclaration d'impôt en tant que revenus exonérés, donc sur cette partie-là de la déclaration d'impôt. Question de Gation. Bonjour, mon épouse a rejoint mon foyer au Luxembourg en mars 2024. Elle est donc devenue résidente luxembourgeoise, travaille au Luxembourg. Auparavant, elle était domiciliée et travaillait en France. Quels documents devons-nous ajouter à notre déclaration commune pour l'année 2024? La déclaration fiscale française est-elle obligatoire? Donc, a priori, si lors de ce mariage ou de ce déménagement, vous avez informé donc votre employeur que vous êtes donc marié, alors, en cours d'année, normalement, vous avez vu que l'imposition mensuelle de votre salaire a changé. Donc, a priori, à ce moment-là, le fisc, il est au courant que vous êtes marié. Donc, pour la déclaration commune, il suffit d'indiquer la date du mariage et le changement d'adresse, donc avec la date de votre épouse. Et après, vous êtes tout bon. Si elle vivait et travaillait en France en 2024, alors une déclaration fiscale française est également en principe obligatoire vu qu'elle touchait donc des revenus en France qui seront donc imposables en France à ce moment-là. Question de Saré. En étant résident au Luxembourg, couple avec enfant, pas marié, plus bénéfique de faire la déclaration ensemble ou séparé en sachant qu'on gagne plus ou moins pareil. Donc, si ce couple-là, il n'est pas marié et si ce couple-là, il n'est pas en PACS, en partenariat, déjà, ils ne peuvent pas faire de déclaration d'impôt commune. Donc, il faut être ou bien marié ou bien en PACS. Si c'est le cas pour ce couple, imaginons qu'il est en PACS, alors en principe, dans la majorité des cas, il est plus avantageux de faire une déclaration d'impôt commune. Pourquoi est-ce le cas? Un petit exemple. Donc, à gauche, imaginons un couple qui n'est ni marié ni pacsé, donc ils feraient leur imposition chacun individuellement. Une personne de ce couple gagne 100 000 euros, l'autre personne 0, parce qu'il se peut que cette personne est encore en train de faire des études. Donc, un revenu imposable pour cette personne, une est de 100 000 euros et l'impôt total à payer serait de 30 608 euros. Si maintenant ce couple-là était mariés ou en PACS feraient une déclaration d'impôt ensemble, alors le revenu imposable serait toujours de 100 000 euros, mais ce revenu imposable serait donc imposé avec la classe d'impôt 2, et donc l'impôt total à payer ne serait que de 19 487 euros. Et donc au final, grâce à cette déclaration jointe, dans cette situation, il profiterait d'un gain fiscal de plus de 11 000 euros. Autre exemple, une personne qui gagne 100 000, l'autre qui gagne 40 000. Donc, en total, si ce couple-là ne serait ni marié ni pacsé, aurait un total d'impôt à payer de 36 471 euros. En faisant la déclaration d'impôt ensemble, en étant donc marié ou pacsé, en total, en fait, il n'y aurait que 34 302 euros d'impôt à payer, donc un gain fiscal de 2 169 euros.
Donc, il reste toujours à ce moment-là intéressant de faire une déclaration commune. Autre question de Lucas, qui est résident au Luxembourg, qui a une maison de vacances en Italie où il a payé donc les impôts relatifs aux revenus générés. Je dois déclarer ces revenus aussi au Luxembourg, qui normalement ne sont pas à nouveau imposables, mais doivent être considérés pour le taux effectif au niveau du barème pour mes revenus totaux. Donc, il a déjà en partie expliqué comment ça fonctionne. Et dans quelle section dois-je insérer ce genre de revenus? Y a-t-il des formes additionnelles, donc des formulaires additionnels, comme par exemple formulaire 190, à remplir au-delà de la déclaration classique, modèle 100? En fait, Lucas, dans sa question, il a déjà répondu à plein de choses. Donc, pour les revenus locatifs, il faut remplir le formulaire 190-210. Donc, avant, c'était deux formulaires séparés. Aujourd'hui, c'est un formulaire donc, qui s'appelle formulaire 190-210 qui permet donc de déclarer les revenus locatifs aussi bien du Luxembourg qu'à l'étranger. Et le résultat de ce formulaire, donc lui, il est à insérer donc sur le formulaire 100, donc dans la déclaration d'impôt. Et vu qu'ici, ce bien de Lucas, il est en Italie, il a à insérer donc ses revenus dans la colonne revenus exonérés. Comme Lucas l'a déjà expliqué dans sa question, ces revenus ne vont pas être imposés au Luxembourg, mais ils auront un impact sur l'imposition donc des revenus luxembourgeois. En général, on peut donc dire qu'il faut donc déclarer tous les revenus locatifs partout dans le monde, peu importe si ce bien a déjà été, ou ces revenus de location aient déjà été imposés dans le pays d'origine. Il faut quand même l'ajouter sur la déclaration luxembourgeoise. Autre question concernant un peu la même chose. Donc, est-il possible de comptabiliser au titre des dépenses spéciales les frais d'acquisition de la résidence principale et ceux liés à l'acquisition de biens ne constituant pas la résidence principale? À la résidence principale, on y revient tout de suite, donc Valérie. Mais pour ce qui est donc la résidence secondaire, donc imaginons que vous allez acheter un bien en Italie et que vous ne le donnez pas en location. Donc, ça va être une résidence secondaire. Et là, en fait, seulement les intérêts du prêt immobilier sont déductibles comme dépenses spéciales. Mais dans la catégorie des assurances et intérêts sur prêt personnel, où il y a un plafond de 672 € par personne au ménage. Donc, très rapidement, vous avez atteint ce plafond déjà au Luxembourg, éventuellement avec, je ne sais pas, une assurance de voiture ou une assurance vie. On va voir un peu plus en détail dans une autre question par la suite. Ce qui est déductible dans cette catégorie. Donc ça, c'est pour la résidence secondaire. Si maintenant vous investissez dans une résidence que vous donnez en location, donc s'il s'agit d'un investissement locatif, alors les intérêts déductibles, donc les intérêts sur un éventuel prêt immobilier sont déductibles sans plafond. Et il y a aussi d'autres frais qui sont déductibles, par exemple l'amortissement, qui est calculé sur le prix de l'acquisition. D'autres charges que vous avez pour ce bien qui ne sont pas pris en charge par le locataire, taxes foncières, éventuelles assurances, des réparations et des petites rénovations à faire dans ce bien que vous donnez en location. Donc, tout cela est déductible donc, du loyer que vous percez. Et pour cela, il faut donc remplir le formulaire 190-210 où vous allez retrouver donc toutes ces possibles déductions. Sur taxe.lu, bien évidemment, il est également possible de remplir ce formulaire. Donc, il y a surtout niveau amortissement, il y a des grands changements qui ont eu lieu ces dernières années. C'est assez compliqué pour déterminer le bon taux d'amortissement. Et notre système, il fait cela de manière automatique avec les données que vous connaissez. Donc, notamment la date d'acquisition, date de construction, toutes ces choses-là joue donc pour déterminer le taux d'amortissement et c'est fait de manière automatisée sur taxx.lu. Encore une autre question de Cathy en relation donc avec de l'immobilier. Donc, je suis belge, résident au Luxembourg depuis 10 ans. Je souhaite vendre une maison située en Belgique dont je suis propriétaire depuis plus de 30 ans. Le bien est actuellement inoccupé. Pourriez-vous m'indiquer quelle serait la meilleure approche pour procéder à cette vente? Y a-t-il des éléments particuliers à vérifier ou à anticiper avant de mettre le bien sur le marché? Par ailleurs, quelles sont les démarches fiscales à prévoir et les taxes éventuellement applicables tant en Belgique qu'au Luxembourg? En fait, il n'y a pas d'imposition de cette vente au Luxembourg. Donc, en fait, l'imposition se fera en Belgique selon les règles que j'ignore
qui existe en Belgique. Donc, à ce moment-là, il faudrait contacter un fiscaliste belge. Malheureusement, chez Tax.lu, on ne peut pas vous aider. Donc, avec tout ce qui concerne l'imposition dans d'autres pays, donc dans des pays autres que le Luxembourg. Une question qui revient souvent, ici de Véronique. Mon fils est étudiant et j'ai un loyer pour son appartement et d'autres frais liés. Puis-je déduire ces frais? Malheureusement, la réponse, elle est non. Ces frais ne sont pas déductibles. Or, pendant les études de votre enfant, même s'il habite à Paris ou Montpellier ou peu importe, il reste considéré comme faisant partie du ménage, ce qui vous aide donc au niveau des plafonds déductibles. Donc, il joue toujours dans la détermination des plafonds déductibles. Et pour les monoparentaux, par exemple, vous pouvez toujours profiter de la classe d'impôt 1A, donc pour monoparentaux dans ce cas-là. Après, comme vous le savez sûrement, au Luxembourg, dès que vous êtes résident au Luxembourg, même pour les frontaliers, je pense que la règle est si pendant les 10 dernières années, vous avez travaillé au moins 5 ans au Luxembourg, alors vous pouvez aussi profiter d'une bourse pour les études pour vos enfants que vous pouvez demander donc à l'État luxembourgeois. Pour cela, vous trouvez sûrement des informations sur Internet. Une question de la part d'un frontalier, mais les plafonds, la réponse est la même pour les résidents. Donc, je l'ai laissé dans cette présentation. Donc, en tant que frontalier, est-ce que je peux déclarer au Luxembourg mon prêt de construction d'une maison en France? Quel est le plafond? Donc, si vous construisez une habitation personnelle en France ou au Luxembourg, ou si vous en achetez une, alors les intérêts du crédit immobilier sont déductibles. Et là aussi, il y a eu des changements depuis cette année. Donc, pendant la phase, en gros, pour faire simple, pendant la phase de construction, il n'y a pas de plafond au niveau de la déduction des intérêts concernant donc ce projet immobilier. Donc, pendant la phase de construction d'une nouvelle construction, pas de plafond. Pour l'année de finition de ces travaux, donc la fin de la construction et l'année qui suit, il n'y a pas de plafond non plus. Donc, ça, c'est une nouveauté depuis cette année. Ensuite, les 4 prochaines années, c'est 4 000 € par personne dans le ménage que vous pouvez déduire. Dans un couple de 2 enfants, c'est 4 fois 4 000, 16 000 € que vous pouvez déduire donc sur la déclaration. Les 5 prochaines années, c'est 3 000 et par la suite, c'est 2 000 € par personne dans le ménage. Donc, grand changement cette année. Pendant l'année de finition de la construction et l'année qui suit, il n'y a pas de plafond déductible. Et ça, c'est vrai pour une habitation principale en France, en Belgique ou en Allemagne, mais aussi donc au Luxembourg. Petit exemple, ici donc une FEFA, donc une nouvelle construction qui a été acquise en 2024. Dans cet exemple, la date d'emménagement, c'est en 2025. Après, on a différents exemples d'intérêts qui ont été payés, 30 000 en 2024, 29 000 en 2025, et ainsi de suite. Il y a aussi des frais bancaires et des frais de notaire en 2024 lors de l'acquisition de 6 000 €. Et donc, pour un couple avec 2 enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent déduire? Pour 2024, il y a la déduction intégrale des intérêts qui est possible. Donc, 30 000 € d'intérêt plus les 6 000 € de frais bancaires, par exemple. Donc, 36 000 € à déduire sur la déclaration pour 2024. Pour 2025, également déduction intégrale des intérêts qui est possible. 2026, pareil, déduction intégrale. Et à partir de 2027, il y a donc les plafonds qui vont jouer. Et ici, donc 4 fois 4 000 €, 16 000 € à déduire. Après, les gains fiscaux que vous voyez donc à droite, ils dépendent, et on va le voir aussi dans quelques minutes, ils dépendent avant tout du revenu du ménage. Ici, un revenu imposable de 140 000 €. Ça ferait donc en 2024 un gain fiscal de plus ou moins 15 000 € en déduisant donc les 36 000 € sur la déclaration. Même, ou exemple semblable, cette fois-ci, c'est une habitation existante qui a été achetée, qui était vétuste. Donc, en fait, c'était vraiment une ruine dans ce cas-là qui a été achetée. Qui a été acheté en 2024, emménagement en 2025, parce qu'il y avait des grands travaux qui ont été, qui étaient nécessaires. À ce moment-là, pareil, 2024, 2025, 2026,
déduction intégrale des intérêts. À partir de 2027, vous êtes plafonné à 4 fois 4 000. Pour être considéré comme habitation existante vétuste, il faut vraiment que ça soit une ruine, on va dire. Si cette habitation que vous avez achetée, par exemple, a été habitée avant, il n'y a pas de raison, à part peut-être des changements, on va dire, esthétiques dans ce bâtiment, qui ont fait que vous avez mis une année pour faire des rénovations. Si la maison n'est pas vétuste, il y a en fait la date d'acquisition, la date du notaire qui va déterminer le moment ou l'année à partir de laquelle les intérêts sont déductibles intégralement. Donc, si ici la maison n'aurait pas été vétuste, même si l'acquisition aurait lieu en 2025, la déduction sans plafond des intérêts n'aurait été possible que pour 2024 et 2025. Et à partir de 2026, vous auriez donc un plafond au niveau de ces intérêts déductibles. Autre question de Natacha, peut-on déduire les assurances soldes restant dues et à quelles conditions? Oui. Donc, en ce qui concerne les assurances soldes restant dues pour les habitations principales, il y a en fait, c'est surtout le cas au Luxembourg. Après, je pense que les assureurs en France, par exemple, ne le proposent pas, mais au Luxembourg, votre assureur, il va vous proposer toujours le choix entre une prime annuelle. Donc, vous payez chaque année pour la durée en fait de votre contrat d'assurance solde restant due, ou bien en prime unique. Si vous optez pour un paiement de prime annuelle, à ce moment-là, en fait, ces primes font partie dans la catégorie assurance et intérêts sur prêt personnel sur votre déclaration d'impôt, qui sont plafonnés à 672 € par personne. Bien souvent, avec les voitures, éventuellement une mutuelle, vous êtes au plafond, vous avez déjà atteint le plafond avec ces autres assurances sur votre déclaration d'impôt. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de bénéfice fiscal parce que de toute façon, vous avez atteint le plafond et donc de primes supplémentaires pour une assurance solde restant due ne seraient plus déductibles. Par contre, le législateur a prévu également donc, la déduction en prime unique. Donc, prime unique, c'est-à-dire qu'au moment de la souscription de l'assurance solde restant due, vous payez en une seule fois pour toute la durée de l'assurance. Et à ce moment-là, en fait, le plafond, il est majoré. Et cette majoration est calculée en fonction de l'âge et du nombre d'enfants. Sur taxx.lu, tout de suite, quand vous arrivez sur la page d'accueil, en haut à droite, il y a donc une catégorie simulateur où vous trouvez différents simulateurs, dont un simulateur qui vous calcule en fait le plafond de cette prime unique en fonction de votre âge et du nombre d'enfants. Petit exemple, donc prime annuelle, 672 € maximum déductible par membre du ménage. Donc, un couple avec 2 enfants peut déduire un maximum de 2 688 €. Et si vous payez en prime unique, le même couple, ici le père 40 ans, la mère 38 et 2 enfants, il pourrait déduire donc un maximum de 24 960 €. Sachez que ce genre d'assurance, il ne faut pas forcément les conclure au moment du financement de votre bien, de votre habitation principale. Imaginons qu'il y a quelques années, vous avez contracté un prêt immobilier et vous n'avez pas conclu d'assurance solde restant due parce qu'à l'époque, peut-être que vous n'étiez pas encore parent et vous n'avez pas vu l'avantage en fait de protéger en quelque sorte votre crédit. Peut-être aujourd'hui, vous êtes parent et vous voulez être sûr que si jamais vous aviez un accident de voiture et vous décédiez, que votre famille ne se retrouve pas avec une dette. Alors à ce moment-là, vous pouvez également donc encore profiter d'une déduction sur la déclaration d'impôt et conclure un nouveau contrat d'assurance solde restant due. N'hésitez pas à nous contacter sur taxx.lu si vous voulez en savoir plus. Question de Jean-Luc. Bonjour, j'ai un plan épargne logement Wüstenrot ouvert en 2011 et pour lequel le capital et les intérêts ont été reversés en 2024. J'habite dans un immeuble résidence principale, il y a des travaux de copropriété. Est-il possible de payer ces travaux avec l'argent issu d'un plan épargne logement? Oui, cela est possible. En gros, le capital que vous percevez à échéance d'un contrat d'épargne logement, Wüstenrot ou autre, vous êtes censé l'utiliser pour votre habitation principale ou bien pour une rénovation, donc aussi pour une partie de rénovation de copropriété, de construction, donc si vous construisez une nouvelle maison, ou bien vous pouvez également l'utiliser pour un remboursement sur votre crédit immobilier.
il faut faire attention. Donc, l'administration fiscale peut donc vous demander des preuves de l'utilisation donc, de ce capital. Donc, gardez bien les factures éventuelles pour pouvoir prouver que si jamais, dans ce cas, Jean-Luc, qui a touché en 2024 donc de l'argent issu d'une épargne logement, Jean-Luc, il se peut que l'administration fiscale va vous demander donc de fournir des preuves que vous avez utilisé donc ce capital pour votre résidence principale. Si vous ne l'utilisez pas pour la résidence principale, rapidement, sans aller dans le détail, si après 10 ans de contrat d'épargne logement, vous sortez l'argent et vous l'utilisez pour partir en vacances ou acheter une voiture, à ce moment-là, le fisc il peut vous interdire pour le reste de votre vie de déduire une nouvelle épargne logement sur votre déclaration d'impôt. Donc, veillez bien à utiliser ce capital donc, pour votre résidence principale, rénovation, nouvelle construction ou acquisition ou remboursement sur un crédit immobilier qui serait en cours. Là aussi, épargne logement, n'hésitez pas, si cela vous intéresse, prenez rendez-vous avec le code QR à gauche et on peut vous conseiller à ce niveau-là. Monsieur ou Madame A demande, en tant que résident, peut-on déduire des charges du fait du télétravail de ses impôts, quote-part de loyer par exemple? A priori, non. Le fisc, ils sont très réticents à accepter quoi que ce soit concernant le télétravail. Bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours essayer. En fait, vous pouvez essayer de déclarer donc, des frais que vous auriez au niveau du télétravail, au niveau des frais d'obtention, mais c'est très, très rare que le fisc les accepte. Il y a une exception qui est reconnue par l'administration fiscale, c'est par exemple les enseignants qui peuvent déduire donc, la quote-part pour leur bureau à domicile parmi les frais d'obtention. Et pour cela, en fait, aussi pour les enseignants, on a un formulaire dédié sur taxe.lu qui fait en fait tous ces calculs-là de manière automatisée et qui fournit une preuve donc ou un détail de calcul à l'administration fiscale pour voir comment cela fonctionne. Pour les enseignants, pourquoi est-ce que c'est accepté et pas pour les autres personnes dont ils travaillent? Tout simplement parce que les enseignants ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas de bureau dans les lycées, dans les écoles pour préparer leurs cours. Donc, pour cela, ils acceptent donc la déduction des frais pour le bureau à domicile. Marina nous pose la question à notre décompte fiscal, suite à la déclaration d'impôt. Après notre mariage, nous avons dû rembourser un montant plus élevé, plus de ce que nous avons eu comme réduction des taxes lors de nos fiches de paie après le mariage. À quoi cette situation est-elle due? Donc, ça, c'est la réponse pour les résidents, parce que pour les frontaliers, c'est un peu différent. Mais au Luxembourg, en fait, si vous êtes résident au Luxembourg et que vous vous mariez, un des deux conjoints, traditionnellement, ça reste madame, est imposé mensuellement sur son salaire avec un taux fixe de 15%. Donc, en fait, c'est un taux forfaitaire qui va être appliqué sur son salaire mensuel imposable. L'autre personne, souvent c'est le mari, il va être imposé mensuellement sur base donc, de la classe d'impôt 2, donc sur base du barème. Or, malheureusement, cela ne couvre bien souvent pas l'intégralité des impôts qui sont à payer. On va voir un exemple tout de suite. Et cela explique que beaucoup de couples mariés, la première année quand ils font leur déclaration d'impôt ensemble, ils doivent de l'impôt suite à leur déclaration d'impôt. Et ce que le fisc va faire par la suite, c'est qu'il va donc déterminer des avances à payer trimestriellement pour éviter qu'un paiement trop élevé d'impôt l'année d'après est dû. Un petit exemple. Donc, imaginons un couple marié, donc en bleu, vous voyez tout simplement leur situation. Donc, c'est ce qu'on vient de voir avant. Une personne qui a un imposable de 100 000 euros, l'autre 40 000 euros. En total, ils ont un impôt sur l'année à payer de 34 302 euros. Qu'en est-il de la retenue de la source au niveau des salaires? Comme je l'ai dit, il y a la personne numéro 1 qui va être donc imposée mensuellement sur base du barème en classe d'impôt 2. Ce qui fera plus ou moins 19 500 euros d'impôts qui sont prélevés donc du salaire. L'autre personne, le partenaire, est imposé avec un forfait de 15%. Donc ici, 15% de 40 000 égale 6 000 euros. Et donc, en total, la retenue de la source est de 25 487 euros.
Or, on vient de voir que l'impôt total à payer pour ce couple sur une année entière est de 34 302. Et donc, suite à leur déclaration d'impôt ici, le fisc va les inviter à payer 8 815 € en impôt, vu que le prélèvement à la source n'était pas suffisant pour couvrir l'impôt dû par ce couple. Qu'est-ce qui se passe par après? En fait, le fisc va vous inviter donc à payer les 8 815 et ensuite, le fisc va vous inviter à payer trimestriellement à partir de ce moment-là, plus ou moins 2 200 €, donc un total de 8 800 € sur l'année pour éviter que l'année prochaine, vous vous retrouvez avec le même montant à payer. C'est le principe qui est appliqué donc pour les résidents mariés au Luxembourg. Il est, je dirais, sous-optimal, mais malheureusement, c'est comme ça. A priori, comme on l'a vu au début, ce couple-là, c'est toujours plus bénéfique de faire une déclaration d'impôt ensemble, donc de jouer le jeu avec cette procédure, que de faire deux déclarations individuelles. Ensuite, Olivier nous demande comment faire baisser ses impôts en tenant compte des frais pour enfants majeurs lorsqu'on ne reçoit pas de bourse pour ses études, école privée, ni d'aide pour son logement. Donc, pendant la durée des études, votre enfant restera considéré comme faisant partie du ménage et donc indirectement, vous profitez donc d'un avantage fiscal parce que vous pouvez déduire plus sur votre déclaration d'impôt parce que certains plafonds vont augmenter. Et pour les monoparentaux, donc ils resteront en classe d'impôt 1A vu que l'enfant, même s'il est parti à l'étranger pour faire ses études, sera considéré comme faisant partie du ménage. Donc, indirectement, vous profitez quand même d'un certain gain fiscal pour cet enfant qui est toujours à l'université. Par contre, pour la bourse pour ses études, Olivier, vous dites que vous n'avez pas de bourse parce que c'est une école privée. Vérifiez quand même si c'est une école privée reconnue, a priori, sans être expert dans ce domaine-là, vous avez toujours droit à donc une bourse pour donc aider votre enfant à suivre des études supérieures. Pascal, il nous demande, est-il possible de récupérer les impôts trop prélevés sur la période 2020-2022, sachant que ma classe d'impôt n'était pas correcte à ce moment-là et je suis obligé de faire mes impôts au Luxembourg pour pouvoir bénéficier de ce remboursement car j'ai 3 enfants à charge et maintenant paxé, donc classe d'impôt 1A. A priori, elle est trop tard. Donc, pour la déclaration d'impôt, si vous n'êtes pas dans l'obligation de faire une déclaration, vous avez toujours jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année fiscale. Donc, 31 décembre, là, en 2025, c'est le dernier délai pour faire la déclaration 2024. Une fois dépassé ce délai, vous n'allez plus pouvoir profiter d'un remboursement. Donc, a priori, c'est trop tard. Dans votre situation, bon, si c'est vraiment une mauvaise classe d'impôt qui a été donc appliquée, contactez l'administration fiscale pour expliquer la situation et pour voir s'il y a une possibilité. Après, ça dépend de qui était responsable donc de cette mauvaise classe d'impôt. Pour voir peut-être qu'ils vont réouvrir votre dossier. Mais a priori, malheureusement, il est trop tard. Claudia, elle nous demande, j'étais résidente luxembourgeoise pendant toute l'année fiscale 2024, mais j'ai une répartition de revenus, 3 mois indemnité de chômage, 9 mois de salaire dans mon nouvel emploi. Est-ce que je dois remplir le décompte annuel, donc le modèle 163, ou bien la déclaration d'impôt modèle 100, mes revenus proviennent de mon travail en tant que salarié, déduction normale et classe d'impôt 1, juste à déclarer aussi la pension supplémentaire, LRCP, donc LRCP, en fait, c'est un régime complémentaire de pension que votre employeur peut mettre en place. Et là, vous, en tant que salarié, vous pouvez ajouter 100 € supplémentaires. Donc, c'est le cas apparemment pour Claudia. La réponse, elle est simple. S'il n'y a pas d'autres revenus non imposés à la source, par exemple des revenus locatifs ou bien des intérêts déductibles pour un prêt immobilier, alors dans ce cas, le formulaire 163 est suffisant. Quelle est la différence ? 163, en fait, c'est une version, on va dire, allégée de la déclaration d'impôt. La déclaration d'impôt, c'est le formulaire 100. 163, c'est la version, c'est le petit frère en quelque sorte, qui compte moins de pages. Ce formulaire-là, vous pouvez également le remplir sur taxx.lu. Le résultat final derrière, c'est le même.
C'est pas que le calcul d'impôt reste le même, c'est seulement une version allégée, on va dire, de la déclaration d'impôt. Marco nous pose la question qui nous est posée souvent. Quel produit financier peut-on utiliser pour diminuer l'assiette imposable et quels sont les différents plafonds pour chacun d'eux? Pour faire simple, il y en a plus. On a d'autres webinaires que vous allez trouver sur tax.lu qui vont un peu plus dans le détail. Mais en gros, vous avez ici, vu qu'on parle de produits financiers, trois options. Vous avez l'épargne prévoyance vieillesse, donc c'est un contrat de pension privé. Là, le plafond, il est de 3 200 par contribuable dans le ménage, donc ce sont les enfants. Par exemple, pour un couple, 2 enfants, ça va être 6 000. Pardon, pour un couple avec 2 enfants, il va être de 2 fois 3 200 euros. Et si ce couple-là gagne au-delà de, on va dire, 120 000 euros d'imposables par an, le gain fiscal, il est de 2 668 euros. Autre option, niveau produit financier, ça serait une assurance vie. Là, le plafond, il est de 672 euros par membre du ménage. Donc, couple avec 2 enfants, plafond de 2 668 euros et 1 120 euros de gain fiscal. Et autres produits financiers, épargne logement. Là aussi, on va parler dans le détail du produit, mais en gros, le plafond, il est de 672 euros par membre du ménage et il est doublé si au moins un des parents est encore plus jeune que 41 ans et si cette personne-là figure également sur le contrat d'épargne logement, ce qui est très important. Et donc, dans ce cas de ce couple, on va dire qu'ils sont plus jeunes que 41 ans, ils pourraient déduire jusqu'à 5 376 euros et économiser 2 240 euros en impôts. Peut-être une petite explication sur l'optimisation fiscale, donc comme on vient de le voir, avec les différents produits. Donc, petit rappel, vous pouvez scanner le code QR si vous voulez avoir plus d'infos sur ce genre de produit. On peut faire des simulations pour votre ménage. En gros, le gain fiscal, quand on parle d'optimisation fiscale, il dépend toujours des revenus. Plus ces revenus sont élevés, plus le gain fiscal va être élevé également. Donc, prenons l'exemple du célibataire ici à gauche. Quelqu'un qui a un salaire brut mensuel de plus ou moins 3 000 euros, son gain fiscal il est de plus ou moins 21%. Si le salaire brut mensuel de ce célibataire il est de 12 000 euros, vous êtes déjà à un gain fiscal de plus ou moins 43%, ce qui signifie qu'une déduction de 1 000 euros sur la déclaration vous rapporte un gain fiscal de 430 euros, donc 43% de votre déduction. Pour cela, il y a nos experts qui peuvent vous conseiller par téléphone. Scannez tout simplement le code QR. Alexandra nous demande quel est le meilleur moyen d'optimiser sa situation fiscale lorsqu'on est célibataire. En fait, cela dépend de beaucoup de choses, comme on vient de le voir aussi de votre revenu. Donc, il faudrait analyser davantage votre situation et aussi votre projet de vie. Est-ce que vous êtes déjà propriétaire? Est-ce que vous prévoyez d'être propriétaire? Est-ce que vous voulez des enfants à un certain moment? Toutes ces choses-là, en fait, jouent un rôle. Mais en gros, a priori, ce qu'on sait tous, c'est qu'on devient tout le monde, sauf décès avant l'âge de la retraite. Mais à un certain moment, on a l'âge pour partir à la retraite. Et donc, il n'est jamais trop tôt pour préparer aussi ce départ en retraite avec un contrat de pension privée. Et donc, ça serait déjà un bon début. Donc, même des petites sommes sur une très longue durée peuvent rapporter beaucoup sur toute la durée. Et vous pouvez donc ouvrir ce genre de contrat à partir de 50 euros par mois déjà aujourd'hui et le déduire chaque année sur votre déclaration d'impôt. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Ensuite, notre question concernant également donc, les contrats de pension privée. L'abattement de 3 200 pour pension complémentaire peut-il être doublé sur un seul contrat? Par exemple, l'époux n'a pas de contrat, l'épouse a un contrat. Peut-on déduire 6 400 de versement sur le contrat de l'épouse? Non. La réponse, elle est assez courte. Et en fait, contrairement aux autres déductions, donc assurance normale, épargne logement, le plafond pour l'épargne prévoyance vieillesse n'est pas cumulable entre les personnes dans le ménage. Donc, chaque conjoint peut déduire individuellement un maximum de 3 200 euros et un conjoint ne peut pas ouvrir un contrat de 6 400 et déduire donc ces 6 400 sur sa déclaration. C'est 3 200 euros par contribuable, donc par adulte, dans une famille. Par contre, et peut-être la personne qui a posé cette question-là est dans la situation que
lui ou elle travaille au Luxembourg et le conjoint travaille en France, et peut-être qu'il pense que ce n'est pas possible alors d'ouvrir un tel contrat pour éventuellement madame, pour le conjoint qui travaille en France. Ce n'est pas vrai. Donc, si si un des conjoints travaille à l'étranger, cette personne peut aussi ouvrir un contrat de pension privée au Luxembourg, et s'ils font la déclaration d'impôt ensemble et s'ils sont assimilables, cette personne-là peut également ouvrir un compte prévoyance vieillesse et profiter donc de ce gain fiscal. Là aussi, contactez-nous pour une analyse plus approfondie sur votre situation. Odile nous dit qu'elle a reçu en 2024 un montant de son ex-mari correspondant au rachat de la partie des parts de leur société qui revenait environ 7%. La société avait été créée en 1992. Est-ce que ce montant est-il imposable? N'est-il pas en dessous des seuils? Proportion de parts et durée de détention. Donc, en gros, en principe, la vente d'actions ou de parts sociales d'une société est exemptée d'impôt si la participation est inférieure à 10% du capital de la société et si, donc les deux conditions doivent être remplies, la durée de participation est supérieure à 6 mois. C'est également le cas si vous achetez des actions en bourse et vous les détenez de plus a priori, je ne pense pas que quelqu'un peut se permettre d'acheter 10% de Microsoft. Donc, si vous achetez une action de Microsoft, à ce moment-là, vous détenez moins de 10%. Et si vous la détenez pendant plus de 6 mois avant de la revendre, la plus-value, elle est exemptée d'impôt. Si par contre il y a imposition, dans ce cas-là, alors cela est imposé comme dans la catégorie des revenus nets divers, et cette plus-value est imposée au demi-taux, qui est actuellement un maximum plus ou moins 22%. Et vous pouvez également profiter d'un abattement de 50 000 euros. Donc les premiers 50 000 euros sont exempts d'impôt. Et ces 50 000 euros sont doublés si vous êtes marié ou pacsé, vous faites une déclaration jointe, donc jusqu'à 100 000 euros exempts d'impôt. Et la petite précision, en fait, c'est 50 000 ou 100 000 euros d'exemption. C'est toujours pour une durée de 10 ans. Donc, si les 10 dernières années, vous avez déjà profité de cet abattement de 50 000 euros, alors vous n'avez plus droit. Si il y a quelques années, vous avez profité d'un abattement de 20 000 euros, alors il vous reste 30 000 euros, donc pour une durée de 10 ans. Anne me demande si les revenus de vente sur des sites en ligne comme Vinted, Le Bon Coin doivent être reportés dans la déclaration fiscale. Non, aussi longtemps que cela ne devient pas votre activité professionnelle ou principale, ce n'est pas nécessaire de déclarer ces revenus, ils ne sont pas imposables. C'est pareil si vous vendez votre voiture d'occasion, pas d'imposition. Si par contre maintenant vous commencez à faire du commerce avec des voitures d'occasion et vous en vendez tous les 2-3 jours, à ce moment-là, la situation elle est différente. Donc, il y aura une activité commerciale professionnelle et à ce moment-là, il y aura aussi une autre imposition qui est due. Mais si vous vendez des vêtements sur Vinted, il n'y a pas d'imposition à prévoir. Scarpina nous demande s'il est possible de se rencontrer dans le cadre d'une aide à l'élaboration de la déclaration d'impôt, à quel prix. En fait, sur taxe.lu, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez le faire en ligne. Vous allez voir, c'est très, très simple. En plus, en étant membre SIMPAS, vous profitez d'une remise de 20% donc, sur les prix que j'affiche ici. En gros, les prix pour une déclaration en pack standard, on est à 59 €, un pack plus 99 et un pack premium à 149. Regardez sur taxe.lu les différences entre les différents packs. En fonction de vos besoins, vous sélectionnez donc le pack qui vous convient. Romain nous demande, suite à la réception de l'avis d'imposition français, j'ai adressé l'ensemble des documents à l'administration luxembourgeoise. En combien de temps puis-je avoir un retour? Donc, Romain semble être frontalier, mais c'est également une question qui nous revient souvent des résidents. Quel est le délai, le délai d'attente pour avoir donc le décompte de la part de l'administration fiscale? Malheureusement, il n'y a pas de délai fixe. Ce retour-là, il peut se faire en 2 semaines, mais il peut aussi prendre jusqu'à 5 ans.
en moyenne, je dirais qu'on est entre 4 et 6 mois. Si cela prend plus de temps, n'hésitez pas à relancer l'administration fiscale, au moins demander une confirmation s'ils ont bien reçu votre dossier. Parfois, cela aide déjà pour accélérer un peu les choses. Mais voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça peut aussi aller très, très vite. C'est un peu comme une tombola. Laurence, elle nous demande, je n'ai pas d'impôt sur ma deuxième fiche additionnelle, je dois payer des grosses sommes en fin d'année, comment faire s'il vous plaît? Dans ce cas, après la première année, normalement, l'administration fiscale va vous réclamer des avances pour éviter cela, mais demandez toujours à votre bureau d'imposition pourquoi vous n'êtes pas imposé sur votre deuxième fiche additionnelle, voilà, pour éviter qu'à la fin de l'année, vous deviez donc de l'argent. Sabrina a dit qu'en tant que résidente belge, cohabitante, donc un peu similaire au Pax, c'est pour ça que je l'ai laissé dans cette présentation, même si ici on est en Belgique. Comment faire le calcul pour savoir s'il est avantageux de faire une déclaration commune ou individuelle? Déjà, première chose qu'il faut savoir pour le Pax ou la cohabitation légale en Belgique, pour faire la déclaration ensemble, il faut être en Pax du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale. Donc, si vous enregistrez un Pax aujourd'hui, la première déclaration que vous pouvez faire ensemble, c'est celle de 2026. En principe, il est plus avantageux de faire une déclaration commune. Ce que vous pouvez toujours faire, c'est de faire une simulation sur taxe.lu. Donc, vous créez tout simplement une déclaration d'impôt, vous suivez les différentes étapes. C'est gratuit jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous allez voir donc le résultat de l'impôt qui éventuellement vous sera remboursé. Et après, vous pouvez décider si vous voulez la faire ensemble ou individuellement. J'ai appris qu'il était possible de déclarer les chèques repas. Comment faire pour les déclarer? Copie de toutes mes fiches salaires ou autres. Merci beaucoup, Laurent. Les chèques repas, en fait, ils ne sont pas à déclarer ou à déduire sur votre déclaration d'impôt. Donc, cette info n'est pas correcte. Pas besoin de déclarer quoi que ce soit au niveau chèque repas. S'il y a quelque chose à déclarer, cela va figurer sur votre certificat de salaire annuel que vous recevez de la part de votre employeur. Le seuil pour être obligé de faire une déclaration est-il toujours de 100 000 euros? Je pensais que le montant avait été augmenté en même temps que les tranches d'imposition et avait augmenté pour refléter les indexations. Très bonne question, Isabelle. Ça ferait du sens, mais dans la fiscalité, il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens. Donc, non. Donc, pour devoir faire une déclaration d'impôt, on est toujours, voilà, c'est obligatoire dès que vous dépassez le seuil des 100 000 euros. C'est le même depuis des années. Également obligatoire si vous êtes marié et que vous avez deux revenus et que le total de ces revenus est au-delà de 36 000 euros. Si vous avez plusieurs emplois simultanément, genre, je ne sais pas, vous travaillez 33% pour une entreprise, 33% pour une autre et 33% pour une autre, et si le total dépasse les 36 000 obligatoires. Si vous avez des revenus qui ne sont pas imposés à la source au Luxembourg, comme des revenus locatifs, c'est obligatoire. Et les frontaliers mariés avec un taux fixe doivent également faire donc une déclaration d'impôt. Mais les 100 000 euros, c'est toujours la règle. Il n'y a pas d'adaptation qui a eu lieu suite aux indexations. Voilà, c'est une petite sélection de toutes les questions qu'on a reçues de votre part et je vous en remercie. C'est une preuve qu'il y a toujours beaucoup de questions qui se posent par rapport à la déclaration d'impôt. Donc, comment faire votre déclaration d'impôt? En fait, là, sur taxx.lu, on est là pour vous aider et en étant membre SIMPAS, vous profitez donc d'une remise de 20% sur nos packs. Pour plus d'informations par rapport à cette remise, regardez sur le portail de simpas.lu et donc profitez de cette remise voilà, pour faire votre déclaration d'impôt de la manière la plus simple possible. Et comme j'ai déjà dit, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour une analyse personnalisée d'optimisation fiscale. Scannez ce code QR. Mon équipe va vous rappeler à l'heure et à la date que vous avez sélectionné à ce moment-là. Et ils peuvent faire ensemble le point sur les différentes options que vous avez. Si vous avez des questions plutôt d'ordre fiscal, à ce moment-là, créez un compte sur tax.lu et contactez notre équipe sur taxx.lu, donc sur le chat en bas. Voilà, je vous remercie. Ce webinaire a pris plus de temps que j'avais prévu, mais voilà, c'était qu'une sélection des questions qui nous a été posées. J'espère que c'était bien utile
et donc je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.